Salut, c'est le moment de vos nouvelles du jour et aujourd'hui on commence avec l'infolettre de Simon-Pierre Baudet, portion individuelle. Je vous invite à vous abonner, je l'aime beaucoup cette infolettre-là. Aujourd'hui il nous parle du livre de Catherine Dorion, que je pense que c'est une de ses amies ou en tout cas il la connaît. Et il y a un bout qui m'a vraiment intéressé. Il dit les analystes et chroniqueurs politiques devraient cesser de faire ce qu'ils font. Ces gens-là n'aiment pas ce qu'il y a de politique dans la politique. La seule chose qui les intéresse, ce sont les sondages, les games de pouvoir, les jeux de coulisses, les positions, les potentielles contradictions dans le discours, les chefs, les chiffres, les chances de gagner, les scores à la fin. Ils en parlent comme on parle de sport sur les chaînes câblées. Et moi, c'est ce qui m'a beaucoup intéressé dans le livre de Catherine Dorion, que j'ai pas fini de lire ici. Euh, Parce que j'ai l'impression un peu de participer à ça, des fois, en justement notant les contradictions des politiciens, me moquant de leurs bêtises. Bon, en même temps, c'est ce que je dénonce dans mes chroniques, cette espèce de théâtre autour de la politique, puis des médias aussi qui reprennent ces nouvelles-là de façon un peu absurde, puis ils couvrent un scandale, puis le lendemain, ben, ils essaient de tout oublier, puis ils parlent d'un autre scandale. Et justement, ce qui m'a fasciné avec la sortie de ce livre-là, c'est les réactions des gens. C'est comme si parce que Catherine Dorion, ça a été un peu une mine d'or là, pour bien des chroniqueurs et animateurs. Et les gens, c'était comme si c'était leur dernière chance là, de donner une ride à Catherine Dorion avec la sortie de ce livre-là. Puis ils s'en sont donnés en cœur joie. Vous pouvez aller voir ma chronique là-dessus à La Journée est encore jeune sur la page YouTube de Audio. Mais bon, c'est ça. Au-delà du fond du livre, c'est vraiment tout ce qui entoure ce livre-là qui m'a intéressé. Puis dans ce livre-là, elle s'attaque un peu au fait qu'on travaille beaucoup trop, en se donnant en exemple que son travail de député. Ce qui me fait rire ce matin dans l'actualité, c'est dans le Journal de Montréal, on nous parle d'une compétition des compétitions lors des Jeux olympiques du ménage. Fait qu'il y a des courses d'aspirateurs, des relais de vadrouille, puis ils installent des draps contours, j'imagine. Fait que pendant on se questionne sur le fait qu'on travaille peut-être trop, hein, puis les députés, comme n'importe qui, là, tout le monde travaille un peu trop. Euh, ben, pendant ce temps-là, on célèbre le travail en faisant des Olympiques du ménage de toute beauté. Il y avait aussi dans la presse, il y a un gars qui a été accusé d'avoir fabriqué plus de 600 faux passeports vaccinaux. Les policiers ont trouvé 60 000 piastres en argent comptant chez lui. Il en a peut-être fait plus, on ne sait pas trop, mais en tout cas, il assume ses gestes-là. Il dit, j'ai aucune excuse, j'ai pas de raison pour ce que j'ai fait, à part euh, l'appât du gain. Et ce que je trouve triste là-dedans, c'est que, bon, oui, ceux qui ont fraudé des gens grâce à la pandémie, mais ceux qui ont craqué, qui ont radicalisé là, toutes les personnes qui sentaient que c'était absolument nécessaire d'avoir un faux passeport vaccinal pour ne pas se faire vacciner parce que c'est dangereux, les vaccins, ben ces gens-là, eux autres, ils sont partis avec le cash puis ils ont mis ça dans leur REER. Une nouvelle d'un journal européen. Converti à l'islam en une journée pour ne plus boire. Un habitant d'Eure-et-Loire est jugé pour apologie du terrorisme. Donc le gars, il avait un problème de boisson, fait qu'il s'est dit, je vais me convertir à une religion qui interdit l'alcool. Puis, bon, ça n'a pas super bien fonctionné parce qu'il a aussi adopté d'autres préceptes de l'islam, puis il a commencé à tenir des propos violents sur les réseaux sociaux, puis il s'est fait arrêter par la police. Donc, faut en prendre et en laisser dans les religions. Peut-être la leçon à tirer de tout ça. Argentine, après Trump et Bolsonaro, Milei. C'est un reportage de Jean-Michel Leprince pour Radio-Canada. On nous parle d'un des deux candidats à la présidence argentine de l'Argentine au deuxième tour, un anarcho-capitaliste. Il dit que Jésus l'a investi de la mission de devenir président et qu'il communique avec l'au-delà grâce à Conan, son mastif anglais adoré. Donc, lui, il parle au Seigneur, un peu comme Jean Tremblay faisait à Chicoutimi. Un gars qui a l'air vraiment sain d'esprit. On dirait que ça devrait le disqualifier pour devenir président de l'Argentine, mais non, il va peut-être gagner les élections. Alors, un autre fou à la tête d'un pays.
Et j'ai beaucoup de nouvelles sur l'intelligence artificielle aujourd'hui. Justement, en Argentine, le New York Times nous dit que c'est peut-être la first AI election, la première élection où l'intelligence artificielle a une si grande influence parce que semble-t-il que dans cette campagne-là, les vidéos, les fausses images, les fausses vidéos pullulent, puis les gens ne savent plus trop qu'est-ce qui est vrai puis qu'est-ce qui est faux. Oui, ils utilisent l'intelligence artificielle pour faire des trucs qui sont clairement fausses, des trucs plus humoristiques, mais il y en a que c'est vraiment des... On essaie de nous tromper, puis ça semble être un problème. Et peut-être que ça va arriver dans nos élections ici aussi. D'ailleurs, l'annonce d'Éric Girard là, de donner 7 millions aux Kings de Los Angeles pour jouer 2 matchs hors concours à Québec, je me suis demandé si c'était pas une fausse vidéo, parce qu'on dirait que ça se peut pas. D'ailleurs, dans le Devoir, on nous parle de l'intelligence artificielle dans le monde de la santé, entre conflits d'intérêts et millions de dollars perdus. Ça semble-t-il que on a donné beaucoup de subventions à cette industrie-là, puis on peine à retrouver les traces de cet argent-là. Il y a beaucoup il y a beaucoup de compagnies, des fois il y a des business qui, j'ai l'impression, qui sont là juste pour ramasser des subventions, ramasser de l'argent de fonds d'investissement, de hedge funds, puis ils mettent ça dans leur poche, ils produisent rien au final, ils font faillite, puis c'est juste les dirigeants qui font du cash avec ça. Beaucoup de coquilles vides, j'ai l'impression. Puis ben, c'est un peu inquiétant de voir ça, encore une fois. Moi, je suis pour qu'on encourage les PME puis l'innovation, mais c'est pour... s'il n'y a pas de suivi après, ben, c'est un peu de la merde. L'intelligence artificielle, par contre, ça peut être bon pour certaines choses. Il y a des logiciels qui ont réussi à trouver une molécule pour faire de l'oxygène sur Mars en analysant plein de données, quelque chose qui aurait pris des milliers d'années si des humains avaient fait ces calculs-là. Donc, ça a du bon aussi, l'intelligence artificielle. Puis bon, est-ce que ça va être mis en pratique? Je ne le sais pas, mais bon, je sais que c'est un peu débile là, de vouloir aller sur Mars, là, mais moi, je suis un fan de science-fiction, puis ça me fait triper ces histoires-là, même si je suis conscient que c'est pas vraiment des bons investissements. D'ailleurs, à propos de la science, le Pew Research Center, je ne sais pas si c'est comme ça que ça se prononce, mais ils ont fait une étude, là, puis semble-t-il que 57% des Américains maintenant disent qu'ils ont une opinion positive. Ils pensent que la science a une opinion... Ils pensent que la science a un effet positif sur la société. 57%, c'est en diminution. Ça a perdu 16% depuis avant la pandémie. Donc, les Américains font plus confiance aux scientifiques. Font moins confiance aux scientifiques. Et il y en a environ le tiers qui disent que l'impact de la science sur la société est autant positif que négatif. Donc, je ne sais pas si vous avez déjà vu le film Idiocratie, mais on se dirige tranquillement vers ça aux États-Unis. Et parlant de film, une dernière nouvelle, il y a le film Coyote versus Acme. Qui a été produit par les Warner Brothers, le film est fait, il est prêt, il est monté, tout est fini, ça met en vedette John Cena, là, le gros monsieur muscle, je ne sais pas si c'est John son prénom, mais en tout cas, et le film, ils ont décidé de le sacrer au vidange. Parce qu'ils ont calculé que c'était plus payant d'enlever 30 millions de leurs dépenses pour payer moins d'impôts, pour réduire ça de leurs dépenses, déduire ça de leurs dépenses, plutôt que de le sortir puis le diffuser. Ça aurait été moins payant de faire ça. Donc, c'est là qu'on voit que le cinéma américain, hollywoodien, c'est un petit peu pas mal plus une industrie qu'un art, mettons. Ça me rappelle mon prof de cinéma au cégep qui nous disait que les suites de films, là... Police Academy 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, c'est pas nécessairement parce qu'ils pensaient que c'était une bonne idée de faire une suite, mais c'était pour réinvestir les profits du premier film dans un autre film. Comme ça, ça permet de déduire ça de leurs impôts, puis ainsi de suite, jusqu'à temps que ça ne vaille plus la peine, puis que la 12e suite fasse plus d'argent. Fait que... voilà, c'était vos nouvelles du jour. J'espère que ça ne vous déprime pas trop.
Mais abonnez-vous à mon infolettre asteur.ca. Bonne journée.